Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, premier morning meeting de la semaine. Nous sommes le lundi 8 juin 2015, Vincent Gann pour vous retrouver ce matin. Donc ce que je vais faire, comme chaque début de semaine, je vais introduire la semaine, quels sont les éléments à suivre. Nous allons parler des indices boursiers de la zone euro qui testent toujours leurs points bas du mois de mai, des points bas, des supports très importants qui pour le moment tiennent le choc, mais le marché a besoin du franchissement d'une résistance pour enfin croire à la possibilité de ce marché de se stabiliser. Pour le moment, les choses restent compliquées. On parlera du dollar américain qui reste fort, je vous parlerai de l'euro. Je n'oublierai pas le yen japonais, la Banque centrale de Nouvelle-Zélande, l'ensemble des matières premières ou encore l'environnement des taux d'intérêt, des taux obligataires souverains. Voilà l'ensemble du programme de la matinée, avec bien sûr une introduction qui va durer donc 5 minutes environ. Je vais donc vous introduire cette semaine. Alors, un certain nombre de choses importantes. Je vous parlerai aussi bien sûr de la Grèce. Tout d'abord, je vais revenir sur l'agenda économique de la semaine. Alors là, ici, c'est une capture d'écran. Je fais des effets de zoom, mais concrètement, cet agenda économique, il est disponible sur notre site. Il y a selon moi 3 grands rendez-vous macroéconomiques cette semaine susceptibles de vous intéresser et d'intéresser de manière générale les marchés financiers. Tout d'abord, demain mardi 9 juin 2015 à 11 h, les chiffres du produit intérieur brut au sein de la zone euro au premier trimestre. Ces chiffres étaient initialement attendus vendredi dernier. Ils ont été reportés au mardi 9 juin, donc demain. Et ce qui impactera naturellement le taux de change de l'euro sur le marché des changes et de manière générale les taux obligataires au sein de la zone euro. Je vous rappelle que chez FXECM, vous bénéficiez d'un nouveau contrat sur le Bund, nouvelle échéance trimestrielle depuis donc aujourd'hui. Deuxième événement susceptible de vous intéresser du point de vue des banques centrales, c'est mercredi la décision en matière de taux de la Banque centrale de Nouvelle-Zélande, la RBNZ, après plusieurs semaines de dépréciation du taux de change du dollar néo-zélandais sur le marché des changes, et notamment un taux de change NZD-USD, le fameux kiwi qui s'est approché des 0,70. Je reviendrai sur ces perspectives. Et enfin, clairement, cette semaine, la statistique américaine à suivre, c'est la publication jeudi prochain à 14 h 30 du taux de croissance des ventes au détail aux États-Unis au mois de mai, un chiffre pour lequel le consensus est optimiste, 1,2% de croissance, un chiffre d'autant plus important que les bons chiffres dans l'emploi aux États-Unis au mois de mai ont relancé la dynamique du dollar US. Voilà donc pour cet agenda, ça fait réellement partie des choses à suivre cette semaine. Toujours dans cette introduction, avant de basculer sur les graphiques et de répondre à vos questions, laissez-moi revenir sur l'actualité récente connue qui concerne le risque de défaut grec. Alors, vous le savez, première chose, le gouvernement grec a utilisé une clause qui lie le gouvernement grec au Fonds monétaire international. Cette clause contractuelle permet à la Grèce de reporter l'ensemble de ses échéances de dette sur le mois de juin. Il y avait donc les 309 millions d'euros du 4 juin, les 580 millions d'euros du 15 juin ou encore les 348 millions d'euros du 18 juin. Eh bien, elles sont regroupées au sein d'une même ligne de crédit dont l'échéance est désormais fixée au 30 juin. Donc, la Grèce a gagné du temps. D'ailleurs, tout au long du week-end, 2 ministres grecs et d'ailleurs le ministre des Finances, M. Varoufakis, ont indiqué que la Grèce était toujours décidée à rejeter les dernières propositions de l'Union européenne pour lui éviter un défaut de paiement. Alors, la prochaine date à suivre, c'est mercredi avec une réunion prévue à Bruxelles entre François Hollande, Angela Merkel et Alexis Tsipras. Je vais bientôt conclure sur cette introduction fondamentale et on basculera sur les graphiques, sur ce qui potentiellement vous intéresse le plus, mais laissez-moi tout d'abord vous montrer un autre graphique qui est celui donc de l'euro, l'euro index, l'euro en tant qu'indice devise. Vous avez ici sous vos yeux les bougies japonaises en données journalières de la monnaie unique européenne. Je vous rappelle que vous pouvez ouvrir sur la plateforme MarketScope 2.0 les chandeliers japonais en données journalières et vous pouvez constater qu'après une phase d'expansion forte de l'euro index depuis environ 2 semaines, l'euro en tant qu'indice de devise échoue donc sur sa résistance annuelle. Vous avez ici tout simplement les points hauts depuis le début de l'année. L'année commence ici.
Enfin, depuis le choc de la BNS, voilà donc sous quoi l'euro en tant qu'indice de devise se maintient, sans oublier bien sûr que ce qui compte c'est la tendance haussière relancée du dollar américain. Alors moi je vais vous parler d'un certain nombre de marchés, avec toujours bien sûr ce qui continue d'impacter les marchés financiers de manière générale, ce sont les tensions du côté des taux obligataires au sein de la zone euro, mais pas seulement, puisque les taux obligataires ont tendance aussi, les taux obligataires souverains, à remonter aux États-Unis. Alors c'est un autre graphique que je vais vous montrer et puis je vais revenir sur l'aspect fondamental récent. Vous avez sous les yeux donc une capture d'écran que j'ai construite ce matin qui tout simplement juxtapose le taux obligataire à 10 ans de l'Allemagne, ici donc en forte hausse depuis le milieu du mois d'avril, puisqu'il est passé de 0,07 à presque 1% la semaine dernière, et qu'il se maintient toujours ce matin autour des 0,87. Et puis vous avez ici le taux obligataire à 10 ans des États-Unis, qui a donc atteint les 2,40%. Alors, aux États-Unis, le très bon rapport NFP, le très bon rapport sur le marché du travail au mois de mai, a relancé le dollar américain. Ce qui a notamment impacté le marché, c'est le fait que le rythme de hausse des salaires est ressorti supérieur aux attentes, ainsi que la hausse du taux de participation. La hausse du taux de participation, c'est très important. Qu'est-ce que c'est? C'est la part de la population active sur la population totale. Population active, c'est soit celle qui recherche un travail, soit celle qui est occupée. Eh bien, il s'avère que cette part augmente. Pourquoi? Parce que l'Américain considère qu'il existe cette fois-ci une possibilité de retrouver du travail. En tout cas, ça témoigne peut-être d'une amélioration structurelle de ce marché du travail aux États-Unis. La hausse du taux de participation, sans cette hausse du taux de participation, d'ailleurs le taux de chômage aurait baissé aux États-Unis. Il s'est stabilisé, mais il aurait baissé si cette hausse du taux de participation n'avait pas eu lieu. Dans tous les cas, ce qu'il s'est passé avec ces bons chiffres du rapport ces bons chiffres de l'emploi aux États-Unis au mois de mai, c'est tout simplement un marché qui réenvisage sérieusement un premier relèvement du taux d'intérêt des Fed Funds, le taux d'intérêt principal de la Réserve fédérale des États-Unis, lors de la réunion non pas du mois de juin, puisque la réunion du mois de juin c'est dans une dizaine de jours, mais pour la réunion du mois de septembre. Ce qui n'a pas manqué de relancer la tendance haussière du dollar américain. Vous avez ici sous les yeux l'analyse technique du Dow Jones FXM Dollar Index, qui est donc une version synthétique du dollar US, mais je reviendrai bien sûr sur l'ensemble des paires majeures tout à l'heure, et notamment de l'USD Yen par exemple, qui ce matin effectue un pullback. Dans tous les cas, William Dudley, qui est donc un des membres du comité de politique monétaire de la Fed, a déclaré que la Fed relèverait ses taux certainement cette année. Dans tous les cas, bon chiffre de l'emploi aux États-Unis. Ces bons chiffres de l'emploi seront désormais complétés par l'évolution des ventes au détail aux États-Unis. C'est un chiffre qui est attendu jeudi prochain. C'est l'indicateur macroéconomique majeur de la semaine, jeudi 11 juin à 14h30, l'évolution des ventes au détail aux États-Unis. Alors ce dollar US voit sa dynamique haussière vivement relancée depuis le mois de mai, quelque chose que nous avons bien appréhendé du point de vue de l'analyse technique, avec notamment le 13 et le 14 mai un piège baissier, ou bear trap en anglais, réintégration d'un niveau horizontal ici à 11 736 points, qui constitue en l'état un signal d'achat, nouveau signal technique d'achat noté lorsque le Dow Jones FXM Dollar Index a refranchi les 11 886, ce niveau horizontal, impulsion, pullback, réalisé la semaine dernière, et puis grâce aux bons chiffres de l'emploi aux États-Unis au mois de mai, résolution haussière d'une structure en wedge et impulsion haussière. Où en est désormais le dollar US? Il reste pour le moment conditionné par cette jambe de hausse qui a eu lieu donc vendredi après-midi dernier, avec un premier support qui s'établit pour le moment à 11 957 points. Et je pense que tant que ce marché se maintient au-dessus de ce niveau de support, le dollar US a une probabilité toujours importante de remonter en direction de ces sommets du 1er juin, dans l'attente donc, et probablement avant d'ailleurs, les chiffres des ventes au détail aux États-Unis. Donc ça c'est attendu jeudi prochain. Alors ça c'est donc important. Notons que la hausse des taux obligataires aussi aux États-Unis
est quelque chose qui soutient le dollar US. On va en parler du dollar US, je viens d'en parler. Maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est un tour d'horizon des paires majeures. Mais en tout cas, constatez qu'en utilisant l'analyse technique sur le Dow Jones FXM Dollar Index, c'est donc ce premier niveau de support horizontal qu'il faut retenir. On voit que ce matin, il y a eu donc une première vague d'achat au-dessus donc de ce niveau. Alors, maintenant, après cette vue de synthétique du dollar US, je vous propose un tour d'horizon des principales paires en dollars majeures, et puis après je continuerai donc le point de marché. Première d'entre elles, naturellement, le taux de change euro-dollar. Alors, le taux de change euro-dollar, je vous en refais l'histoire récente brièvement. Ce taux de change euro-dollar s'est apprécié depuis le 27 mai, puis il a eu cette jambe d'accélération entre le 1er juin et le 4 juin. Une jambe d'accélération d'environ 500 pips que nous pouvons rapprocher d'un nouveau choc de baisse sur le prix des emprunts d'État. Donc ça, c'est ce qui a eu lieu la semaine dernière. Et puis cette hausse qui a culminé à 1,1380 $ s'est interrompue en fin de semaine dernière, non pas sous l'effet d'une détente du taux d'intérêt des emprunts d'État au sein de la zone euro, mais sous l'impact d'un renchérissement du dollar américain, notamment suite aux bons chiffres de l'emploi au mois de mai. Alors ce matin, il y a eu probablement un retracement sur le dollar US qui a été d'ailleurs rapidement acheté, notamment sur le support à 125 yens sur le taux de change USD-Yen. D'ailleurs, je vais rapidement aussi vous reparler de la macro connue récente en provenance du Japon, avec l'estimation finale du taux de croissance du produit intérieur brut au Japon au premier trimestre, des chiffres qui ont battu le consensus, d'ailleurs des chiffres solides. Dans tous les cas, je constate que le taux de change euro-dollar a rejeté ce matin sous sa première résistance à 1,1180 $. Alors, on a aussi probablement cette ligne de tendance qui agit sur le taux de change et qu'il faut bien sûr surveiller. Mais voilà donc pour le moment où se situe ce taux de change euro-dollar. La cassure des 1,1180 vendredi permettait d'envisager un retour sur 1,1050, qui est un support horizontal important, puisqu'on peut considérer que c'est plus ou moins un pivot swing depuis le mois d'avril dernier. Et puis donc ce matin, rejet sous la résistance à 1,1180. La situation technique de ce marché, c'est pour le moment neutralisé entre 1,1050 et 1,1180. Mais sur le mouvement de la matinée, je retiens donc le fait qu'un courant vendeur se soit manifesté dès le test de cette première résistance horizontale à 1,1180 $, essentiellement donc sous l'impact de ce dollar US, dont la phase haussière reste probablement ce qui continue de guider la plupart des actifs financiers. Voilà donc pour le taux de change euro-dollar. Laissez-moi maintenant revenir sur les autres paires majeures et sur ce qu'il s'est passé ce matin, dans l'attente de bien sûr ce chiffre de jeudi, les ventes au détail, consensus qui est optimiste pour les ventes au détail au mois de mai. Alors le taux de change USD-Yen, c'est probablement la paire majeure la plus en tendance, en tout cas avec une relance assez nette depuis le 19 mai. C'est là où on a eu des prémices haussiers intéressants sur cette paire de devises, confirmé le 26 mai par la cassure des 122 yens, ouvrant la voie aux 130 yens. Le fait que le taux de change USD-Yen s'installe au-dessus des 122 yens, le fait que le taux de change USD-Yen ait débordé vendredi les 125 yens, c'est le signe de deux informations. D'une part, l'effondrement du yen japonais, en dépit d'ailleurs d'une révision en hausse des chiffres de la croissance économique au premier trimestre au Japon. Le yen est sous haute pression, il perd énormément de valeur et cela continue. Et puis bien sûr la tendance haussière donc du dollar US qui est susceptible de se prolonger jusqu'à la publication du taux de variation des ventes au détail au mois de mai. Alors ce matin, on a vu donc la résistance à 1,1180 $ qui a agi sur le taux de change euro-dollar. Moi ce que je retiens, c'est que le premier support ici sur le taux de change USD-Yen a ce matin été acheté par le marché. Donc il s'agit tout simplement des précédents tops, le niveau des 125. Le scénario le plus probable, c'est naturellement que ce marché aille plus haut. Ce que j'observe ce matin, j'avais positionné ici les principaux ratios de retracement de la jambe de hausse de vendredi dernier, et vu sa nature impulsive, et vu que la phase de hausse de l'USD-Yen vendredi est quand même à rattacher à des fondamentaux extrêmement solides
vis-à-vis du dollar US. Je pense que si retracement il y a, cela restera faible en amplitude. Et d'ailleurs, ce matin, le taux de change USD-Yen en revenant sur 125 Yen a retracé 38,2% de cette jambe de hausse entre 123,75 et 126,85. Alors, il y a cette ligne de tendance haussière que je surveille toujours, qui est globalement un canal en place depuis la fin du mois de mai, qui continue d'agir. Il y a ici une moyenne mobile à suivre, une moyenne mobile à 10 jours. Alors attention, moyenne mobile à 10 jours, mais que j'ai apposée ici sur le graphique intraday en données 4 heures. Pourquoi? Eh bien parce que je trouve que cette moyenne mobile à 10 jours, d'une part elle est de court terme, et d'autre part elle attrape bien le rythme actuel d'évolution des prix, un rythme qui est illustré donc par ce canal chartiste. Le principe c'est quoi? C'est que je pense que là on fait une conso, avant derrière une relance. Et donc je pense que voilà, les tests de cette zone comprise entre 124,80 et 125 sont probablement des bons points à suivre. Je surveille aussi sur l'indicateur technique RSI intraday du taux de change USD-Yen le comportement de la neutralité, à savoir ce seuil des 50 sur l'indicateur technique RSI. En tout cas, zone de support entre 124,80 et 125. Le canal se trouve ici, la moyenne mobile à 10 jours passe en soutien ici du canal chartiste. Voilà en tout cas quelque chose ici qui est important à suivre. Bon, je vais parler bien sûr des indices boursiers, ne vous inquiétez pas, c'est prévu. Je finis donc sur les paires majeures. USD-Yen, l'euro-dollar. Cette semaine, il va falloir être particulièrement attentif, vous l'avez compris, du point de vue de l'agenda économique au dollar néo-zélandais. Le taux de change NZD-USD qui a tout de même reculé de près de 800 pips depuis le début du mois de mai. Donc c'est une phase quand même très baissière, qui est à rapprocher à la fois, et notamment depuis le milieu du mois de mai. Et je dirais qu'il y a eu une première vague ici entre 0,77 et 0,7320 qui était probablement du fait du dollar néo-zélandais. Et puis depuis la mi-mai, à la fois la faiblesse du dollar néo-zélandais, mais surtout la force du dollar américain. Acheter la rumeur, vendre la nouvelle. Dans tous les cas, il est certain que si vous avez détenu tout au long de cette baisse et qui était justifiée et défendable du point de vue de l'analyse technique des positions vendeuses sur le taux de change NZD-USD, soyez au fait que mercredi à 23 h, il me semble, je vais vérifier ça immédiatement, est donc attendue une décision de politique monétaire de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande. C'est donc ce qui est indiqué ici sur notre calendrier économique avec un statu quo selon le consensus à 3,50% pour le taux principal de la Banque centrale de Nouvelle-Zélande. Que se passe-t-il du point de vue de l'analyse technique du NZD-USD? C'est donc une phase de baisse, il n'y a pas photo. Le marché construisait un espèce de range sous la première résistance qui s'établit ici à 0,7211 et il en est sorti par le bas ici à la faveur donc des bons chiffres de l'emploi aux États-Unis. Un choc de baisse avec donc toujours en toile de fond une target à 0,70. Est-ce que le NZD-USD peut rejoindre cette semaine 0,70, cette cible envisagée depuis l'échec de ce taux de change sous les 0,7750, la résistance hebdomadaire, le prix horizontal, très important sur ces graphiques-là? Eh bien, il va falloir commencer donc à se montrer prudent. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il va falloir clairement encaisser avant la décision sur les taux parce que, nul ne sait comment la Banque centrale de Nouvelle-Zélande va agir. Si moi je regarde les fondamentaux récents, on a eu donc en provenance de Chine des statistiques qui ont été publiées la nuit dernière. Et bien sûr, il y a des liens très importants entre cette économie et puis la Chine. Alors, je vais simplement rapidement rechercher ces informations-là pour vous les commenter. Donc au Japon, vous l'avez compris, pour l'actualité macronisée, PIB au T1 révisé fortement en hausse, plus 1% contre 0,6 initialement, 3,9% en rythme annualisé contre 2,8% en seconde estimation, a priori essentiellement du fait des dépenses d'investissement. Donc ça c'est une chose importante. Toujours en Chine, balance commerciale meilleure qu'attendue, importation en fort recul. Il y a un certain nombre d'informations aussi industrielles qui ont été publiées en Chine. Ce sont des informations que vous pouvez trouver sur notre calendrier économique. Le taux de change NZD-USD s'est donc approché des 0,70, 0,7026. Constate pour l'instant une stabilisation sous la toute première résistance à 0,7075, mais je commence à penser qu'il convient probablement de se montrer désormais prudent sur le dollar néo-zélandais. Est-ce qu'on peut assister mercredi
à des rachats de short, c'est envisageable après un tel mouvement. Donc voilà, je commence à constater aussi peut-être quelques contradiction de momentum, mais sans aller au-delà hein, dans l'analyse, j'aurais tendance à croire que la baisse peut ralentir, à moins d'avoir une baisse surprise du taux d'intérêt de la Banque centrale de Nouvelle-Zélande. Je pense que désormais, alors que nous nous sommes approchés à 22 pips du niveau des 0,70 sur le très court terme, je pense qu'il faut peut-être désormais adopter une opinion neutre. Disons, tant qu'on se maintient sous la toute première résistance, je suis ici sur les bougies en données 4 heures. Alors, si je prends le tout premier niveau horizontal, je le trouve à 0,70 71. Alors ok, tant qu'on se maintient en dessous, d'accord, mais voilà, si le marché tente de le reprendre, on pourrait se stabiliser en attendant la Banque centrale de Nouvelle-Zélande. Donc voilà, je pense que si ce n'est pas fait, il va falloir commencer à sérieusement envisager de prendre quelques bénéfices sur ce taux de change. La UD-USD, l'USD-CAD, le GBP-USD, je vais vous en parler, et j'essaierai d'en parler encore tout au long de la semaine. Le taux de change USD-CAD, alors pourquoi, une question que vous pouvez vous poser, y a-t-il une telle différence entre par exemple l'USD-CAD et l'USD-Yen, alors que ces deux taux de change avaient globalement suivi une pente assez similaire, je dirais, depuis la mi-mai. Que s'est-il passé? Eh bien, alors que vendredi après-midi, nous prenions connaissance des bons chiffres de l'emploi aux États-Unis, des statistiques tout aussi positives ont été publiées concernant l'économie du Canada. Ce qui fait qu'en réalité, sur le marché des changes, cela s'est traduit par un statu quo sur le temps de change USD-CAD qui consolide à plat depuis le début du mois de juin. Et je pense que nous sommes dans un range qui est délimité par le niveau horizontal à 1,2370 avec un cours USD4 qui est toujours couvert par cette oblique de tendance qui attrape le sommet du 18 mars et le sommet du 31 mars. Donc nous sommes dans ce range. Je surveille ici la montée progressive de la moyenne mobile simple à 20 jours que j'ai donc ici fait apparaître sur les bougies japonaises en données 4 heures. Et voilà pourquoi ce taux de change s'est stabilisé. Je pense toujours cependant que c'est un taux de change qui est attractif à l'achat dès lors qu'il teste son support donc à 1,2370, enfin, entre 1,2370 et 1,2390, on a probablement une zone d'entrée intéressante à suivre ici donc sur le SD4. Donc est-ce qu'on peut aller la chercher? Pourquoi pas, mais voilà, moi je pense qu'ici nous serons dans une zone de support 1,2370, 1,2390 technique à utiliser donc sur l'USD CAD. Voilà donc pour l'USD Yen, l'USD-CAD, le taux de change euro-dollar, le taux de change NZD-USD. Du côté des paires majeures, je vais maintenant étudier le GBP-USD et l'AUD-USD. Alors concrètement, on est dans une situation assez proche des autres, et notamment du taux de change euro-dollar depuis, enfin notamment sur la séance de vendredi. Que s'est-il passé? Eh bien, le taux de change GBP-USD, le câble, a échoué sous une résistance horizontale importante entre 1,5450 et 1,5550. C'est une zone assez large. Dans tous les cas, suite à la hausse impulsive du dollar US qui a eu lieu très rapidement d'ailleurs après 14h30 vendredi, le câble s'est replié assez fortement sous les 1,5446, probablement sorti par le bas d'une sorte de compression qui avait la forme d'un wedge. Mais le GBP-USD pour l'instant n'a pas enfoncé ses points bas du 1er juin. C'est donc à suivre, c'est un niveau de prix important et je dirais que désormais la dynamique s'est neutralisée. Alors si j'élargis fortement, je dirais entre 1,5170 et 1,5450, mais tant que le câble se maintient sous les 1,5450 et notamment les points hauts du 4 juin, il y a de toute façon un biais qui est baissier sur le GBP-USD avec un risque de revenir tester cette semaine les 1,5170, voire même de les briser. Alors il va falloir suivre de près le calendrier des statistiques au Royaume-Uni. Mais en tout cas voilà ce que je surveille. L'idée c'est toujours pareil, hein, c'est que le dollar US soit acheté donc en amont des ventes au détail. Premier support, eh bien, ce sont les niveaux qui ont été testés ce matin et donc c'est 11 957 sur le Dow Jones FXM dollar index. Le taux de change AUD-USD, alors je vais le reprendre de cette façon-là.
concrètement, le taux de change AUD-USD, moi je reprends toujours ce graphique depuis le début du mois de février, ça fait longtemps que l'OSI n'a pas fait de nouveau plus bas. Mais forcément non plus de nouveau plus haut. C'est un range qui a une forme graphique assez délicate, puisqu'on peut aisément tracer ici une espèce de construction élargie, en attrapant tous les sommets les plus importants du marché depuis le mois de février et tous les points bas les plus importants du marché. On a ce type de configuration. Dans toute cette phase latérale du taux de change AUD-USD entre 0,75 et on va dire 0,81, eh bien la Banque centrale de Nouvelle-Zélande a abaissé son taux directeur par 2 fois. Mais ce qui a simplement finalement s'est traduit donc par cette phase latérale sur le taux de change AUD-USD. Alors, tout cela pour dire que on est probablement sorti d'un cadre véritablement en tendance. On avait eu une phase de tendance vraiment marquée entre le mois de septembre 2014 et le mois de février 2015. Et puis depuis, on est rentré dans cette phase latérale avec tout de même parfois des périodes de tendance qui vont durer 2 semaines. C'est à peu près comme ça que ça se passe au sein de cette structure élargie. On a eu 2 semaines de hausse entre le 14, même un peu plus, entre le 14 avril et le 10 mai. Ensuite, on a reculé à nouveau, donc 2 à 3 semaines, des phases directionnelles. Maintenant, sur le très court terme, eh bien, on se stabilise sur ce niveau horizontal ici, sur la UD-USD, à 0,7598. Franchement, que penser de ce taux de change? Bah, écoutez, c'est au-dessus des 0,7598. Je vois qu'on est sur un niveau de support, qu'on se stabilise, et c'est pas non plus... pour la suite des événements, tout simplement en procédant de manière chartiste, moi je vais simplement attraper ici, en traçant une ligne de tendance, les sommets de ce marché depuis 3 juin, donc sur la base de ces bougies japonaises en données 4 heures, le niveau horizontal à 0,75, 0,76, hein, 0,75, 98, et puis je vais même à nouveau tracer ce niveau de prix horizontal, ici à 0,73, 75, pour dire que à très court terme, il y a un intervalle de neutralité entre 0,75 98 et 0,76 73. Voilà donc quoi pour le moment eh bien, se situe le taux de change AUD-USD. Alors voilà pour les paires majeures, c'est pour le moment donc ce que je pouvais vous dire. Il y a bien sûr d'autres paires de devises, notamment des taux de change qui se composent de l'euro, dont je vais à nouveau vous parler, mais laissez-moi d'abord vous faire un état des lieux des indices boursiers, puisque concrètement les choses européens n'ont pas changé depuis vendredi dernier, et nous manquons encore d'informations. Le thème c'est quoi? L'idée c'est de savoir si les marchés actions de la zone euro qui sont sous pression du fait d'un certain nombre de choses, et notamment donc depuis, et c'est ce que je vais vous montrer ici, le début du mois de juin, mais de manière générale depuis le milieu du mois d'avril, du renforcement très net du taux d'intérêt des emprunts d'État au sein de la zone euro. Ça, à peu près concrètement, si on doit chercher un élément intermarché, ce qu'on peut mettre en avant, c'est cet élément-là, c'est cette relation-là. La forte hausse du coût du taux d'intérêt des emprunts d'État, notamment ici donc le Bund. D'ailleurs c'est un nouveau contrat qui est disponible chez FXCM, nouvelle échéance en tout cas trimestrielle, et puis donc des marchés actions de la zone euro qui temporisent ou qui retracent leur hausse annuelle depuis le milieu du mois d'avril et tout au long du mois de mai. Et puis cette situation dure. Alors elle dure avec un point commun technique, je dirais depuis le milieu de la semaine dernière, ou en tout cas depuis vendredi dernier. Le CAC 40, ce que vous avez ici à gauche, le DAX que vous avez ici au centre et l'Eurostoxx 50 que vous avez ici à droite, testent précisément leur point bas du mois de mai. Et pour le moment, eh bien, ça tient, mais il n'y a pas non plus de rebond. Alors, on est à peu de choses près dans exactement la même situation technique que celle qui a été décrite le 5 juin, avec ce matin un trou d'air sur le DAX, mais pas non plus d'accélération baissière. Un CAC qui teste précisément et qui tient pour le moment ses points bas du mois de mai. Alors qu'en est-il? Moi je surveille sur l'indice Eurostoxx 50, donc vous avez sous les yeux le CFD EUSTX 50, le niveau des 3500 points. J'aurais tendance à croire que tout ce qui se fait sur ce marché entre 3460 et 3500, c'est une zone de support. J'ai notamment cette ligne de tendance que je suis ici sur ce marché de l'Eurostoxx 50. Pour le moment on tient. Depuis le milieu du mois d'avril, ces marchés actions de la zone euro qu'on consolidé ou qu'on retracé ou qu'on corrigé comme vous voulez, fait que les indicateurs de tendance de moyen long terme, par exemple la moyenne mobile à 30 semaines, l'écart au cours a été réduit, mais on n'a pas encore effectué un point de contact. Moi j'observe sur l'Eurostoxx 50 cette compression. Alors j'aurais
toujours tendance à croire qu'on fait un wedge. Si on fait un biseau là sur l'Eurostoxx 50, j'ai toujours envie de privilégier le scénario d'une tenue des supports. Vous allez me dire, voilà, mais vous dites ça depuis 4 jours et ça ne rebondit pas. C'est un fait. Mais on ne décroche pas non plus. Le marché est en train de nous dire que nous sommes sur une zone qui attire des acheteurs, mais pas suffisamment encore pour créer le débordement d'une résistance. Mais il y a une compression qui montre que c'est une zone travaillée. Et d'ailleurs, cette compression fait qu'on peut aussi imaginer que des positions vendeuses short agressives sont ouvertes. Autant vous dire que si le marché devait un jour franchir des résistances, il y a une possibilité qu'on ait une reprise impulsive. Voilà donc où se situent pour le moment les marchés actions de la zone euro. Ils testent des supports clés, des supports décisifs, avec des compressions graphiques au-dessus, mais pour le moment, pas de cassure de résistance. Et c'est ce dont nous avons besoin pour établir, avec davantage de conviction, la formation d'un point bas sur ces marchés actions de la zone euro qui sont toujours sous la pression des tensions sur les taux d'intérêt souverains je vais d'ailleurs vous proposer ensuite une analyse technique du contrat de taux Bund. Voilà pour l'Eurostoxx 50. Le CAC et le DAX, c'est rigoureusement la même analyse. On tient pour le moment ici sur le DAX le point bas du mois de mai. Alors certes, on a fait ce matin une incursion dessus. Ça donne quand même l'impression d'un marché qui glisse petit à petit, mais qui ne décroche pas pour autant. Avec là aussi une hypothèse, mais franchement je préfère pas m'emballer. Pourquoi pas y voir l'amorce d'une construction en biseau ici en données 4 heures. Franchement je préfère pas trop m'enfermer là-dedans parce que on sera vraiment de toute façon, j'ai envie de dire, le scénario d'un point bas qui n'est pas acquis mais qui techniquement se justifie et du point de vue du money management peut se mettre en place. Il faudrait pour le valider franchir une résistance. Je pense qu'on peut toujours utiliser sur le DAX ce canal graphique de baisse depuis la fin du mois de mai. Il faut qu'on en sorte. Il faut réellement qu'on en sorte par le haut. Et de toute façon, ce qui serait vraiment, je dirais, positif sur le DAX, mais de manière générale l'Eurostoxx 50 ou le CAC, ce serait de déborder sur la base des cours de clôture journaliers, je dirais, les points hauts du 4 juin. Quoi. Et là c'est terminé. Quoi. Une belle séance qui verrait ces marchés actions de la zone euro déborder les points hauts de jeudi dernier. Et permettrait clairement de croire à un point bas. Après tout de même, on sera bientôt à 8 semaines de consolidation, retracement, correction, comme vous voulez. Donc on verra, c'est pas gagné. Par contre, forcément, si tous ces niveaux sont emportés, eh bien le retracement sera beaucoup plus profond sur les marchés actions de la zone euro, qui à peu de choses près ont dû retracer 38,2%. Si je prends l'Eurostoxx 50, alors je vais aller chercher l'Eurostoxx 50. Je vais me mettre ici en données journalières. Si je prends l'Eurostoxx 50, on va dire depuis le 15 janvier. Si on part du principe que le marché haussier linéaire a commencé le 15 janvier, donc le jour de la BNS. On peut prendre d'autres points bas, mais si on part de ce point. Je vais utiliser ici donc simplement positionner un ratio de retracement. On peut partir de plus bas, mais voilà, concrètement, les marchés actions de la zone euro se stabilisent sur les points bas du mois de mai qui correspondent à peu de choses près à environ 40%, enfin 38,2, 40% de retracement de toute la phase post-Banque nationale suisse. Si ces niveaux sont emportés, il y a une probabilité de voir ces marchés actions de la zone euro descendre plus bas, et notamment 3420 points sur l'Eurostoxx 50. Donc c'est compliqué, ce n'est pas acquis, mais on comprend l'importance des zones actuellement testées, que le marché se stabilise, que des acheteurs se présentent, mais pas suffisamment pour permettre le débordement de niveau de résistance. Alors, de quoi le marché aurait besoin pour se repositionner long sur les marchés actions de la zone euro? D'un point de vue intermarché, je dirais que deux éléments peuvent jouer en faveur des marchés actions de la zone euro s'ils devaient se matérialiser. Tout d'abord, les marchés actions de la zone euro apprécient le recul du taux de change euro-dollar. Le taux de change euro-dollar, pour l'instant, se maintient au-dessus des indices 50, mais ce matin, on a pu assister à une vente sous les indices, sous les 1,1180. Ce qui serait là aussi un signal technique favorable
à un point bas sur les marchés actions de la zone euro, ce serait de voir le taux de change euro-dollar se réinstaller sous les indices 50 $. Pour le moment, le taux de change n'a pas pris cette décision ni cette trajectoire, même si sous la première résistance à 1,1180, on peut encore penser que cela peut se produire. Donc voilà, moi c'est ce que je surveille. Comment le marché se positionne vis-à-vis de l'euro? Moi je vous remonte ce graphique que vous avez la possibilité d'utiliser, ce graphique de l'euro index. Ce sont donc les bougies japonaises en données journalières de l'euro index. Et ce que vous constatez, c'est que jeudi dernier, on a quand même eu un euro qui a rejeté sous sa résistance horizontale importante, celle qui a été établie et testée à plusieurs reprises ici, la partie haute d'un range. Après ici, donc ce jour ici, c'était le 15 janvier, c'était la BNS. Depuis, c'est vrai qu'on se maintient sous cette résistance et on est peut-être aussi dans la partie haute d'un canal. Alors, est-ce qu'on peut se replier dans la partie basse? Ça fait partie des possibilités. Mais sur le taux de change euro-dollar, j'ai envie de dire maintenant qu'on s'est complètement neutralisé entre 1,1050 et 1,1180. Mais j'ai quand même un billet qui reste plutôt négatif sous cette première résistance à 1,1180. Alors, les autres paires en euros, maintenant, je pense qu'il est grand temps d'en parler. Le contrat Bund. Que puis-je vous dire sur ce marché? Il y a deux niveaux de prix moi qui m'intéressent et qui me semblent très importants. C'est d'une part le point bas du 4 juin, donc 149,57. 149,57, c'est un niveau de prix qui a tenu le Bund, qui l'a tenu parce que cela correspond à un taux obligataire de 1% sur l'emprunt d'État allemand. Donc ça c'est important, hein. C'est un niveau psychologique parce que c'est un marché de taux qui fait référence sur le marché des taux au sein de la zone euro. Alors je vous rappelle que chez FXM, il s'agit d'un contrat avec une échéance trimestrielle pour le Bund. Donc ça, vous devez être au fait de ces différentes dates. Vous avez sous les yeux la date d'expiration de nos différents contrats. Et vous pouvez notamment constater qu'aujourd'hui, il s'agit de l'expiration du contrat futur, mais que le contrat FXCM a expiré le 5 juin 2015. En clair, nous sommes quand même sur une période où les contrats à terme, en tout cas on repart sur 3 mois pour ici le contrat futur Bund, et donc depuis vendredi soir sur le CFD FXCM, ça peut être aussi probablement, je sais pas moi, le point de départ de stratégie sur ce marché. En tout cas, le Bund se stabilise à court terme entre 149,57, ce qui correspond donc ici à 1% de rendement. Quelle est la résistance qui a provoqué la chute du prix de ce contrat le 1er juin? C'est le niveau des 156, qui est précisément le prix du contrat à l'engagement du programme de quantitative easing de la Banque Centrale Européenne le 9 mars dernier. Donc voilà vraiment dans quoi est enfermé le Bund, et le marché pourrait rester enfermé là-dedans. Le prix du contrat pourrait évoluer entre 149,50 et 156, les 1% de rendement sur le taux obligataire et le prix au début du quantitative easing. Je vous rappelle enfin qu'au mois de juin, la Banque Centrale Européenne reporte une partie des achats qu'elle avait programmés sur juillet-août, elle les a déplacés en juin. Donc en juin, la Banque Centrale Européenne va acheter davantage de ce contrat, enfin la Bundesbank. Ce qui serait un signal de rebond sur le contrat Bund, ce serait de refranchir ici cette résistance, hein, les 151,92, et à ce moment-là on aurait un signal positif. Mais pour l'instant on s'est complètement neutralisé, et c'est ça qui est finalement délicat pour les marchés actions de la zone euro. Le taux de change euro-dollar qui lui reste sous pression sous la première résistance à 11,80 est neutre, mais je pense tout de même qu'on peut revenir tester les indices 50. Le Bund s'est stabilisé, il faudrait vraiment franchir une résistance, et à ce moment-là, ça validerait un scénario de tenue des supports clés sur les marchés actions de la zone euro. Le CAC qui tient notamment, puisque je ne vous ai pas encore montré le CAC, précisément donc son point bas du mois de mai. Vous avez donc ici ce support important à 4873 points sur l'indice CAC 40. Et pour l'instant ça tient. Et je pense que là aussi on a la possibilité d'essayer d'attraper ce type de ligne de tendance, hein, alors qui attrape ici tous ces bas de marché. C'est cette approche finalement en wedge, mais bon qu'il ne faut pas non plus exagérer, mais qui est à envisager sur le DAX, l'Eurostoxx 50 ou le CAC, au-dessus donc de ces points bas de mai, donc à suivre. Bon voilà moi ce que je pouvais vous dire sur l'ensemble des éléments. Je passe en vue les paires en euros.
Et ensuite je viens aux matières premières et je termine par vos questions. Et voilà, phase de questions-réponses. L'euro-yen. Alors le yen, je jetais un œil tout à l'heure au yen en tant qu'indice de devise, il est sous pression. Ce qui me surprend, c'est le fait que le PIB révisé fortement au premier trimestre au Japon n'ait pas soutenu le yen. Le yen reste sous pression. D'ailleurs, l'analyse technique du mois de mai, l'analyse technique des graphiques mensuels, tend à défendre un yen davantage sous pression. Et le fait que le yen japonais n'ait pas réagi, n'ait pas bénéficié de la révision des chiffres de la croissance économique au Japon au premier trimestre montre d'une certaine façon que le marché n'y croit pas. Le marché pense que le yen est d'une certaine façon condamné à baisser davantage sur le marché d'échange. Et c'est pour cette raison que je pense que le yen doit être toujours vendu sur le marché d'échange. Alors, forcément, c'est le taux de change USD-Yen qui a donné des signaux positifs extrêmement importants et qui reste, je pense, à privilégier à l'achat lorsqu'il teste ses premiers supports. Et pour le moment, sur le taux de change USD-Yen, je l'établis entre 124,80 et 125. Mais sur l'euro-yen, eh bien, on a aussi une analyse technique qui a donné notamment un signal positif le 2 juin. Il y a une ligne de tendance que je surveille ici sur le taux de change euro-yen. Un premier support à 138,87. On a pour l'instant la construction d'un range. Alors quelle forme a-t-il? Faut pas exagérer, mais il est probable qu'on fasse ce type de construction sur l'euro-yen. Donc faut pas s'emballer, c'est peut-être encore un peu trop tôt. Mais voilà, j'aurais tendance à croire que ce marché peut progresser davantage. Alors c'est forcément, c'est complètement suracheté, mais c'est pas non plus un souci, hein. On a fait une belle jambe de hausse. Après on peut retracer encore. Donc l'euro-yen est dans une phase de retracement, il ne faut donc pas se précipiter. Et voilà, je surveille cette oblique et ce premier niveau horizontal à 138,87, éventuellement 138. En tout cas dans cette zone, il faudra s'y intéresser, donc pas forcément tout de suite. L'euro GBP, l'euro CAD et l'euro AUD, je vous en parle maintenant. Alors, l'euro AUD, lui aussi, je pense qu'il propose à court terme une consolidation latérale. Il faut, je pense, lui laisser le temps de dériver à plat en attendant les toutes premières lignes de tendance. De manière générale, ce qui soutient l'euro AUD, c'est la séance du 3 juin. Et le débordement de ce niveau horizontal ici, au-dessus duquel ce marché peut progresser davantage, et notamment envisager une hausse en direction ici des 1,4880. Je surveille cette ligne de tendance. Donc je pense, voilà, on peut probablement établir ce type aussi de canal. On a un tout premier support horizontal sur l'euro AUD que j'établis ici entre 1,4444 et 1,4497. Donc là aussi, l'idée c'est quoi? C'est d'attendre un premier test de cette ligne de tendance. Donc l'euro AUD, l'euro yen sont dans un retracement. Il est peut-être encore un peu tôt pour s'y intéresser. Mais voilà, globalement, il est quand même possible d'envisager qu'on se maintienne au-dessus des 1,45. 1,4450, 1,45. De même que l'euro yen peut se maintenir au-dessus des 138, 138,87 avant de réengager la phase de hausse. Alors, l'euro CAD. L'euro CAD a-t-il effectué un pullback? C'est envisageable que l'euro CAD soit en train d'effectuer un pullback, mais la situation, il faut faire attention sur l'euro CAD. L'euro CAD a fortement progressé, notamment ici le 26 mai, et l'euro CAD a débordé un niveau très important ici à 1,3764. Bon, du fait du renforcement de l'euro, des tensions sur les taux obligataires au sein de la zone euro. Et puis cette Banque Centrale Européenne qui a semblé considérer que le renforcement des taux obligataires était le baromètre des nouvelles anticipations de perspectives économiques au sein de la zone euro. D'ailleurs, demain, le PIB au sein de la zone euro. Mais l'euro CAD a aussi échoué sous cette ligne de tendance baissière en place depuis mars 2014. Voilà qui rend la situation compliquée, parce qu'on a à la fois sous nos pieds une structure ici en épaule-tête-épaule inversée avec une ligne de coup assez nette à 1,3760, mais on a en même temps cette séance du 5 juin, une séance du 5 juin qui fait peur, avec un gros rejet sous cette oblique de tendance baissière et une vente sous les 1,41.
Alors, l'Eurocad, je suis méfiant. Pour le moment, on a eu une première réaction sur un 37,60, donc ça fait pullback, mais la force du rejet du 5 juin m'invite à la prudence sur ce taux de change sur lequel j'aborde cette fois. J'adopte un avis qui est neutre entre un 37,60 et un 40 parce que je ne parviens pas à trancher entre la ligne de tendance en place depuis mars 2014 et ce puissant niveau horizontal. D'autant plus que ce taux de change a quand même gagné 1200 pips depuis la mi-avril. Je reste maintenant plus prudent. Même si j'observe qu'à court terme, on a eu une première réaction. Voilà, vous l'avez ici, la ligne de coup de la structure en épaule, tête épaule inversée. Ben, on a eu ce matin une première réaction 200 pips. Donc on a le principe du premier test qui s'applique. Maintenant, jusqu'où cela peut nous mener tant qu'on tient un 37,60, pourquoi pas remonter davantage. Ça reste de toute façon maintenant le niveau de prix en dessous duquel le scénario global favorable serait en risque, en tout cas sur le court terme. Pour le moment, tant qu'on tient un 37,60, en effet, c'est positif, c'est susceptible de relancer. Il y a aussi cette ligne de tendance qui a agi, donc écoutez, au-dessus d'un 37,60, pourquoi pas. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que même si ce niveau horizontal tient, j'aurais tendance à toujours m'intéresser davantage à l'USD entre un 23,70 et un 23,80. Mais bon, voilà, l'Eurocad tient un 37,60. L'euro GBP, l'euro NZD et les autres. Alors, l'euro GBP, qu'est-ce que nous pouvons en dire? Je construis sur ce marché une phase de range chartiste ici depuis le début mars. Voilà, donc j'avais plus ou moins fait l'amorce l'hypothèse d'un triangle. On est toujours en fait couvert par l'ancienne partie haute de ce canal de baisse. Vous voyez que le marché l'a testé ici à 3 reprises. On a eu une reprise entre 0,7050 et 0,7380 qui s'est interrompue. Sur le court terme, on voit que l'euro GBP tient cette zone à 0,7260, une zone horizontale. Franchement, en termes de dynamique de fond, bon, je peux essayer de passer sur un horizon de temps supérieur. Honnêtement, j'en pense pas grand chose de ce taux de change euro GBP. Et notamment entre ces deux niveaux de prix, honnêtement, je pense qu'on a davantage maintenant en range entre 0,7260 et 0,7380. Alors, je continue sur ces paires en euros. L'euro AUD c'est fait. Il y en avait une autre, voilà, qui me paraissait important à suivre. Voilà, donc l'euro NZD. Alors, l'euro NZD, là aussi, bon, c'est important, pas seulement uniquement vis-à-vis de l'euro, mais vous le savez, parmi les banques centrales qui s'expriment cette semaine, il y a donc la Banque centrale de Nouvelle-Zélande. Je vous l'ai rappelé en début de webinaire, mercredi à 23 h. L'euro NZD qui a été particulièrement recherché depuis le milieu du mois d'avril, qui a à nouveau été recherché au début du mois de juin, qui a franchi un certain nombre de niveaux. Ça, c'était une zone de prix importante sur ce marché. Maintenant, voilà, on revient ici pour le moment tester donc ces sommets, ici à un 58,25. On fait un flat pour le moment, hein, on fait un espèce de range. Je vais juste regarder quelques charts. Voilà, j'ai cette ligne de tendance moi que je surveille et qui couvre pour le moment les cours. Donc elle est importante à suivre cette ligne de tendance. Vous vous mettez en données hebdomadaires sur le taux de change euro NZD et vous attrapez tous les sommets de marché depuis le 24 août 2013. Voilà ce que le taux de change a rejoint. Donc forcément, après une hausse entre 1,39 et 1,57, l'euro NZD est revenu chercher cette résistance. Hasard du calendrier ou pas, on a un niveau qui pour le moment ne provoque pas de rejet, parce que je reviens ici sur les bougies journalières, mais une phase de range sous les 1,59. Donc là aussi prudence, avec probablement un taux de change qui pourrait rester neutre dans l'attente de la Banque centrale de Nouvelle-Zélande. Voilà. Donc soyons prudents, voire même retomber ici en direction des 1,5590. En tout cas, voilà, on a cette ligne de tendance ici, je vais la tracer plus précisément. Voilà, qui agit. Voilà, cette ligne de tendance qui agit donc avant la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande. Je vais la tracer, voilà, je l'attrape
voilà précisément. Donc voilà. Donc méfiance. Vous constatez qu'elle a été testée précisément à 1,5930. On a fait un espèce de chandelier H4 assez négatif, mais pour autant pas de rejet, et on a des petits chandeliers maintenant entre 1,5680 et 1,59. Alors forcément, si elle était débordée cette semaine, bon bah ce serait un signal de poursuite en direction des 1,65, mais pour le moment ce n'est pas fait. Donc je suis méfiant. Cette semaine, ce qui m'interroge le plus, ça va être le comportement du marché vis-à-vis du dollar néo-zélandais, après une chute qui a quand même été marquée depuis le milieu du mois d'avril. Voilà, donc je préfère finalement attendre l'information monétaire, parce que je constate que à travers peut-être cette résistance de l'euro NZD, ou encore la proximité des 0,70 sur le NZD USD, le marché pourrait être tenté peut-être par des rachats de short avant la Banque centrale de Nouvelle-Zélande, des rachats de short sur le dollar néo-zélandais. En tout cas, davantage de neutralité lors des toutes prochaines heures. Alors il est 11h52, je n'ai pas parlé de l'once d'or, j'en parle donc tout de suite, et ensuite je passe à vos questions-réponses. L'once d'or, c'est pas bien compliqué. Je dirais que depuis la mi-mai, c'est un marché qui est impacté par le comportement du dollar US. Avec les bons chiffres de l'emploi vendredi, l'once d'or a basculé sous les 1178 $, sous les 1180 $. Alors c'était une zone de support importante ici début mai, une zone de support qui avait à la fois agi le 28 mai et le 3 juin. Il est vrai que lorsque je passe sur les bougies japonaises journalières, l'once d'or dès le 3 juin avait brisé cette ligne de tendance. Bon, alors maintenant, qu'est-ce que je peux en penser? En cours de clôture journalier, c'est vrai qu'on a tenu les 1170. Je pense désormais que ce marché est dans une reprise technique, mais que les 1180, 1178, 1180 $ sont susceptibles d'agir en tant que première résistance. On est quand même resté au-dessus un paquet de temps. Voilà, on peut tout à fait, l'once d'or pourrait subir la pression de cette zone de résistance. Alors on peut remonter, peut-être tester 1178, 1180, mais c'est une résistance qui peut être vendue, notamment si le marché se repositionne sur le dollar US lorsque à mesure que la publication du taux de variation des ventes au détail approchera. Donc je le vois de cette façon là. Première résistance 1178, 1180 ici sur l'once d'or avec un risque en dessous. On a sur l'once d'or et sur l'argent un canal chartiste. Je vais vous le remontrer ici sur l'once d'or. C'est là où c'est pourquoi je suis prudent, parce que si je prends le canal de baisse, on va dire en place depuis la mi-mai, c'est vrai que la partie haute elle passe actuellement à 1188. Donc voilà, je sais pas trop, soit on fait un petit range en dessous et on rejette. Pour revenir chercher, ici ça me paraît vraiment trop fort, revenir chercher ce haut de canal, je suis pas certain. Donc pour moi ce marché reste sous pression sous ce niveau horizontal, et c'est une résistance qui peut être exploitée pour une stratégie de vente d'ailleurs. Si le marché retourne là chercher. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai fini le tour d'horizon de tous ces actifs, que j'ai essayé de faire le plus complexe possible, sachant que c'est pas évident ces marchés. Maintenant je me tourne vers vos questions-réponses. Enfin vers vos questions surtout. Ok, la première question de la part d'Alexandre. Alors qui nous poste un graphique, ce que je vous invite à ne pas hésiter à faire. Alors, première question d'Alexandre. Bonjour Vincent, que pensez-vous de cette épaule sur le GBP USD en H4? Alors, moi j'ai tendance à pas non plus m'enfermer dans des figures chartistes. On en connaît l'esprit, on en voit l'esprit. Ok, donc ça c'est ce que vous me proposez en données 4 heures. Ce qui est certain, c'est que les points bas ici, cette zone de prix horizontale est importante. Moi je vais reprendre mon graphique du GBP USD. L'idée c'est que pour qu'elle soit valide, il faudrait qu'elle soit très apparente sur l'horizon de temps supérieur. En effet, c'est quelque chose qu'on peut envisager, avec donc cette ligne de coup. Ça me paraît, c'est une vision graphique intéressante. Elle est valide. Ce qui serait risqué pour le câble, c'est d'enfoncer les points bas du 1er juin, les 1,5170. Dans ce cas, le câble s'enfoncerait.
Donc voilà, c'est surtout ça moi que je retiendrai comme niveau de déclenchement. Alors Chris, alors les décisions de l'OPEP n'ont-elles pas d'influence sur l'USD CAD? Alors l'USD CAD, j'en ai parlé tout à l'heure. Alors j'ai pas encore eu le temps de me plonger dans, c'est vrai, la dernière réunion de l'organisation des pays exportateurs de pétrole qui a eu lieu vendredi dernier. Donc plutôt que vous dire une bêtise, je ne vais rien vous dire. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que je vais me pencher sur ces éléments-là, et dans l'émission Wall Street Insider cet après-midi, je reviendrai sur l'OPEP et sur l'analyse technique des contrats de pétrole. Alors l'once d'or c'est fait. Alors bonjour Tom, l'USD CHF, je n'ai pas le graphique à jour, mais mon collègue Adrien le suit très bien et je pense qu'il vous en parle déjà beaucoup, donc il en fera le suivi dans son prochain point de marché. Mais plutôt que vous dire une bêtise, je préfère rien vous dire, mais globalement l'idée c'était qu'on avait une belle séance vendredi et probablement un potentiel important. Que dire du GBP CAD? L'euro NZD c'est fait, le GBP CAD. Alors le GBP CAD, je vais le chercher. Alors, que dire du GBP CAD? Écoutez, le GBP CAD, prudence. Prudence notamment depuis la session du 5 juin. Le dollar canadien a bénéficié de chiffres importants et en données journalières, on a quand même fait un avalement baissier ici. Un avalement baissier des séances du 3 et du 4 juin. Une tentative qui a échoué de cassure des 1,92. Je pense que le GBP CAD est sous pression et qu'il pourrait sortir par le bas de ce range. Donc on teste un support, mais je suis méfiant et je pense que ce support pourrait casser. Donc prudence. Prudence, là on a une fausse cassure et un contre-pied. On pourrait se replier davantage. Voilà. Ok, bah écoutez, j'ai répondu à l'ensemble de vos questions. Alors, cet après-midi, promis, émission Wall Street Insider, je vous parle largement des marchés actions US qui ont conduit 2 semaines particulièrement compliquées. Je reviens cet après-midi sur le pétrole et puis sur toutes les paires majeures, naturellement, à nouveau le DAX, le CAC. Donc, émission Wall Street Insider à 15h15 tout à l'heure. Je vous espère nombreuses et nombreux. Merci à tous, bon appétit.